Mercredi 3 juin 2026, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes bien en forme sur la chaîne de l'Unité nationale. C'est l'heure de votre journal. Voici les principales lignes du journal vespéral de ce mercredi 3 juin 2026. En République centrafricaine, c'est le renforcement de la coopération bilatérale et la situation des réfugiés soudanais en terre centrafricaine. C'est donc l'épicentre de l'audience de Félix Moloa, Premier ministre chef du gouvernement, et l'ambassadeur de la République du Soudan, Bouchra Ahmed Idriss. Vous aurez beaucoup de précisions au début de ce vespéral. Et la capitale centrafricaine, Bangui, a vibré au rythme du lancement officiel du bureau d'information sur le crédit de la CEMAC en République centrafricaine. Quels sont les enjeux de cette initiative? Des précisions dans quelques instants. Hors de la République centrafricaine, c'est le président béninois Romuald Wadagni qui a consacré son deuxième déplacement hier mardi 2 juin 2026 au Niger et au Burkina Faso. Le point saillant de ce déplacement est la relance de la coopération sécuritaire entre le Bénin et ses pays limitrophes. C'est tout pour les grandes lignes de ce journal vespéral abordant le développement de notre édition. En République centrafricaine, c'est le Premier ministre chef du gouvernement Félix Moloa qui a reçu en audience ce mercredi l'ambassadeur de la République du Soudan, son Excellence Bouchra Ahmed Idriss. Une rencontre axée sur deux priorités, le renforcement de la coopération bilatérale entre la République centrafricaine et le Soudan et la situation des réfugiés soudanais en terre centrafricaine. Le point à travers ce reportage signé Brice de Valor Watebo de la presse Primature. C'est une audience qui s'inscrit dans la continuité des relations historiques entre Bangui et Khartoum. Reçu par le Premier ministre, l'ambassadeur Bouchra Ahmed Idriss a d'abord félicité le Premier ministre pour sa reconduction à la tête du gouvernement avant de réaffirmer la volonté du Soudan de renforcer sa coopération avec la RCA. Économie, sécurité, échanges techniques. Les deux pays ont relancé plusieurs chantiers bilatéraux. Mais l'urgence, c'est la question humanitaire. Depuis avril 2023, le nord de la Centrafrique accueille plusieurs milliers de réfugiés soudanais qui fuient le conflit. Leur prise en charge, la sécurité aux frontières et l'appui de la communauté internationale ont été au cœur des discussions. C'était pour négocier les relations bilatérales entre les deux pays et pour faire aussi des éclairages concernant le développement de situation au Soudan. Nous avons aussi abordé quelques sujets très importants tels que les réfugiés soudanais au niveau des frontières, au niveau de la région de Fakaga, et aussi on a abordé les sujets de coopération au niveau de la sécurité de nos deux frontières conjointes. Cette rencontre intervient dans un contexte régional tendu. Depuis plus de 2 ans, le Soudan est plongé dans un conflit armé qui a provoqué l'une des plus graves crises humanitaires au monde. La RCA, pays frontalier, ont subi directement les conséquences. Dans la Vakaga et le Bamingui-Bangoran, les autorités locales et les agences humanitaires font face à l'afflux de réfugiés. L'audience de ce jour entre le Premier ministre et l'ambassadeur Bouchra Ahmed Idriss vise donc à coordonner la réponse. Au-delà de l'urgence, Bangui et Khartoum veulent aussi préserver leur coopération historique et préparer l'après-crise. Merci à vous, Brice de Valor Watebo, du côté de la primature. Même son de cloche du côté du département de l'administration du territoire, où le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et du développement local, Bruno Yapandé, qui s'est entretenu ce mercredi à son cabinet avec la chef de la MINUSCA, Valentine Rougwabiza. Ces deux personnalités ont échangé sur l'installation des nouveaux organes locaux élus ainsi que le soutien de la MINUSCA dans les opérations d'installation. La chef de la MINUSCA s'en explique au sortir de cette audience. Propos recueillis par Hérodis Bengouyen.
Nous venons d'avoir une entrevue très productive avec Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire. Cela a été tout d'abord l'opportunité pour moi de m'acquitter du très agréable devoir de féliciter Monsieur le ministre suite à sa désignation à la tête de ce ministère par son Excellence Monsieur le Président de la République. Vu l'importance de ce ministère, dans tout ce qui concerne véritablement non seulement l'administration effective du territoire, mais également la décentralisation effective. Ensuite, nous avons échangé sur l'installation des nouvellement élus, parce qu'il est important que très tôt il soit mis en place et il soit installé. J'ai été très heureuse que Monsieur le ministre m'ait informé que déjà des missions ont été déployées sur le terrain pour installer les nouvellement élus, pour installer les maires et tous les nouvellement élus. Et ensuite, bien sûr, j'ai eu l'opportunité d'assurer Monsieur le ministre de notre soutien constant et permanent au fonctionnement et à l'animation de ces collectivités nouvellement élues. Il est très clair que les grandes attentes de la population sont des attentes qui concernent les services administratifs qui vont leur être apportés par les nouvellement élus, sont également des attentes qui concernent les infrastructures et sont des attentes qui concernent les services sociaux. Sur tous ces dossiers, donc très clairement, les nouvellement élus vont avoir une très lourde charge, mais je tenais à l'informer que nous sommes là, nous allons soutenir, comme nous avons soutenu le gouvernement précédent et son ministère, à la mise en œuvre de la lourde charge lui confiée. Nous allons soutenir également le ministère et les autorités nouvellement élues. Enfin, j'ai informé aussi, j'ai mis à jour Monsieur le ministre sur tout le processus de reconfiguration de la présence de la mission, laquelle reconfiguration nous la conduisions de manière très conjointe et coordonnée avec le gouvernement, et nous faisons en sorte que toute reconfiguration que nous menons participe et contribue également au soutien à l'autorité de l'État et à la présence de l'État. Dans le même ordre d'idées, c'est le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Hassan Bouba Ali, qui a reçu en audience ce mercredi une délégation de la Banque mondiale conduite par France Dress-Gross, directeur régional des infrastructures. Les deux personnalités ont échangé sur le projet Provir qui vise à la réhabilitation des infrastructures dans la ville de Bangui et Berberati. Des précisions avec vous, Majorine Gongo et Yannick Gobenam. C'est d'abord une visite de courtoisie au cours de laquelle les deux parties ont abordé des sujets d'intérêt commun, notamment la réhabilitation des infrastructures routières de la ville de Bangui et celle de Berberati. Les deux personnalités ont également fait le tour d'horizon tout en mettant l'accent particulier aux élèves et enseignants pour un environnement propice. Le projet Provir fait partie intégrante au cours de leur entretien. Le directeur régional de la Banque mondiale en dit plus au sortir de cette audience. Ce matin, on a eu une excellente réunion de travail avec Monsieur le ministre de l'Urbanisme. On vient de parler de deux projets. Un projet qui s'appelle Provir, qui finance des infrastructures dans les villes de Bangui et Berberati. Ce sont d'abord des infrastructures de proximité, je veux dire les écoles, les marchés, les espaces publics, etc. Et maintenant, on rentre dans une deuxième étape qui sont les travaux plus structurants, les routes urbaines, les caniveaux de drainage et les zones piétonnes, etc. Donc on a parlé beaucoup et c'est ce qu'il faut faire pour qu'on puisse lancer les documents d'appel d'offres et commencer à réaliser ces travaux. On a aussi beaucoup parlé de l'entretien parce qu'il faut faire des travaux, mais après il faut assurer que les routes soient entretenues, que les caniveaux ne se remplissent pas des ordures ménagères, etc. Donc on a vu ensemble les meilleures façons de réaliser les travaux et de les entretenir après. Je crois que ça prend de dynamisme. Donc au début, c'était pas tellement vite, mais maintenant on est à un point clé. On a déjà réalisé
tous les avant-projets détaillés. Cela veut dire qu'on est prêt à lancer les travaux, l'appel d'offres pour les travaux. Donc je crois qu'on aura dans les mois prochains beaucoup plus de décaissement dans ce projet qu'avant. On a aussi parlé d'un deuxième projet qui s'appelle le PRUCAC, qui se réalise avec le ministère de l'Agriculture. Mais il y a quand même un volet urbain très important. On fait des travaux de drainage, surtout ici à Bangui. Et ce sont les travaux qui ont été déjà réalisés, qui doivent être finalisés d'ici les prochaines semaines. Autre fait de l'actualité dans ce rendez-vous, c'est la fête des mères édition 2026 qui est célébrée en différé ce mercredi 3 juin 2026 à l'intention des mamans du troisième âge. C'est sur l'initiative du ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et de la Réconciliation nationale, Josiane Linabe Makasui. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du 10 département en présence des membres du cabinet et du personnel. Des précisions à travers ce reportage. Au cours de cette célébration, les échantillons des mères de troisième âge des 10 arrondissements de Bangui, celles de Bimbo et Begwa, ont reçu des importants cadeaux et enveloppes offertes par la ministre Josiane Linabe Makasui. La joie est au rendez-vous. C'est avec une grande joie que j'ai reçu ces cadeaux, au même titre que mes sœurs du troisième âge. J'apprécie beaucoup cette idée que le chef de l'État a mise en place et a choisi Madame le ministre Bemakasui, qui est d'une générosité que je ne peux qualifier, pour mettre sur ce ministère. Et j'ai beaucoup apprécié, il y a une maman du troisième âge qui a proposé une idée de fédération des femmes du troisième âge. C'est une très bonne idée. Pour sa part, la chef du département de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, Josiane Linabe Makasui, a signifié que cette célébration revêt une signification particulière. Le ministère de l'action humanitaire a 3 portefeuilles, dont nous avons l'humanitaire, nous avons la solidarité et la réconciliation nationale. Nous venons de fêter le dimanche passé la fête des mères et au niveau du ministère de l'action humanitaire avec mes collaborateurs, collaboratrices, nous avons jugé bon de fêter cette fête en différé avec les personnes de troisième âge. Voilà pourquoi aujourd'hui elles sont ici et nous avons fait un travail de fond dans chaque arrondissement de Bangui. Nous avons identifié 5 personnes de troisième âge, comme on ne peut pas prendre tout le monde. Donc aujourd'hui c'est une première édition, si je peux le dire comme ça, pour leur offrir quelques cadeaux, pour leur mettre un peu du baume, de la chaleur au cœur, parce qu'il y a d'autres qui n'avaient pas eu l'occasion de fêter la fête des mères avec les enfants. Il y a eu beaucoup d'émotions. Je pense qu'on l'a fait parce que c'est aussi la solidarité. Au-delà de cette célébration, cette rencontre fut un véritable cadre de partage et de construction collective pour bien encadrer cette catégorie de personnes. Un projet de la création des fédérations des femmes de troisième âge se pointe à l'horizon. Mais je pense que c'est une bonne idée. Il y a une personne de troisième âge parmi les mamans qui était ici qui a fait cette proposition que dans chaque arrondissement, elle voudrait bien mettre en place des fédérations. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ça, c'est leur proposition. Au niveau du ministère de l'Action humanitaire, nous allons appuyer cette activité qu'elles veulent bien faire. Nous allons suivre ça de près et nous allons toujours continuer à les appuyer dans le cadre de la solidarité. Par ce geste et son engagement aux côtés des personnes vulnérables, la ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et de la Réconciliation nationale, Josiane Linabe Makasui, a réaffirmé son attachement aux idéaux de la solidarité et la protection des personnes avancées en âge. Le journal se poursuit sur la chaîne de l'unité nationale où le lancement officiel du bureau d'information sur le crédit de la CEMAC en République centrafricaine s'est déroulé ce mercredi 3 juin 2026 dans l'amphithéâtre de la BAC à Bangui. C'est le directeur de cabinet du ministère des Finances et du Budget, Yambouka Mamata, qui a ouvert les travaux en présence de plusieurs acteurs financiers. Des précisions avec vous, Martinez Gayo et Alvin Bambari.
La cérémonie de lancement du bureau d'information sur le crédit de la CEMAC a connu plusieurs allocutions. La première est celle du directeur national de la BEAC qui a précisé que le bureau d'information sur le crédit permet de rentrer dans une phase de modernisation et sécurisation de notre système financier. Après son intervention a suivi celle du président des associations des professionnels des établissements de crédit et association des établissements de microfinance, expliquant les avantages liés aux activités du bureau d'information sur le crédit. Quant au directeur de cabinet représentant le ministre chargé des Finances et du Budget, il a présenté l'importance d'un bureau d'information de crédit dans l'espace économique en voie de développement, ce qui constitue une avancée majeure, et a ensuite noté que cela permet également aux établissements financiers d'évaluer plus efficacement la solvabilité des emprunteurs et de réduire le risque de surendettement. Le directeur national de la BAC nous dit quelles sont les prochaines étapes du processus. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel matérialisé par la signature déjà de quelques contrats entre le Centrafrique et puis dans les établissements de crédit, c'est-à-dire les banques et les établissements de microfinance. Et donc les prochaines étapes, c'est que d'ici jusqu'à vendredi, les différents acteurs des autres banques, de manière individuelle, et les établissements de microfinance aussi de manière individuelle, vont signer des contrats. Donc ça, c'est la première phase pour permettre d'ici jusqu'au 17 juillet à ces établissements financiers de communiquer déjà les données au Crédit Info Centrafricain. Quant au DIRCAP, il nous explique les avantages liés à l'installation du BIC en RCA. Donc le lancement de ces activités, déjà si on remonte un peu en arrière, ça date depuis... les activités ont commencé depuis 2014 pour pouvoir en tout cas lancer officiellement cette activité en RCA. C'est un dispositif qui vient renforcer notre système économique et derrière nous aurons beaucoup plus à gagner en termes des avantages, tant pour la population, également pour notre système économique. Donc derrière ce que j'attends par avantage, c'est que le dispositif qui a été lancé aujourd'hui va nous aider à avoir les informations déjà en amont sur les emprunteurs, sur les gens qui vont peut-être déposer les dossiers de crédit et des prêts auprès des sociétés de microfinance ou des sociétés de crédit. Et donc à travers ce dispositif, on va chercher à connaître l'historique, au cas de l'historique et la manière où peut-être la personne morale, personne physique qui va aller emprunter, on va chercher à tracer, à connaître est-ce qu'il est solvable, est-ce qu'il pourrait rembourser dans le temps ce prêt. Et ce faisant, ça va alléger la situation du côté des établissements de microfinance et de crédit parce qu'ils auront à gagner en temps. Parce qu'ils vont beaucoup plus s'apaisantir sur ce dispositif. Notons que la seconde phase de la cérémonie a consisté à la signature du contrat entre le Crédit Info Central Africa et les responsables des banques de la place. Bien, merci à vous, Martinez, et restons toujours dans ce même ordre d'idée, mais cette fois-ci avec le département de l'administration du territoire ou sous la présidence du directeur général du développement local au ministère de l'administration du territoire, les conseillers municipaux des deux arrondissements, à savoir 4e et 8e, ont procédé ce mercredi au vote de leur maire. Un scrutin à bulletin secret conformément au Code général des collectivités territoriales en République centrafricaine. Des points à travers ce reportage signé Mathieu Terrence de Loverngoy et Roland Meilleur Après
leur élection tenue en décembre 2025, ce sont les maires des 4e et 8e arrondissements qui ont pris fonction ce mercredi 3 juin 2026. C'est après un scrutin tenu en bulletin secret par les conseillers municipaux. Le nouveau maire du 4e arrondissement se félicite de son choix. Je ne peux que dire merci d'abord au Seigneur, merci à son Excellence, le professeur Akosh Touadéra, merci à mes deux honorables. Je parle de profil Alexandre Malombo et Hippolyte Robert Ngati. Je parle aussi de la fédération, du bureau MCU, également les sous-fédérations. Je parlerai aussi de toute la population du 4e arrondissement. Ma première préoccupation, c'est d'abord s'asseoir et passer pour revoir chacun dans tout ce qu'il pense qu'on doit faire, c'est-à-dire consultation à la base. Parce qu'on ne peut pas démarrer directement de notre tête. La réalité, c'est la base. Et le président de la République en a voulu que ça puisse se passer bien. Donc le moment est arrivé et que nous allons passer quartier par quartier. Nous allons passer organisation par organisation pour les entendre. Qu'est-ce qu'ils ont gardé depuis? Qu'est-ce qu'ils pensent? Pour qu'on puisse le faire afin de rehausser notre arrondissement. Et c'est sur cette base qu'on va commencer à mettre ce qu'on en a comme professeur de foi et que le 4e arrondissement puisse développer. Même son de cloche à la mairie du 8e arrondissement, Chanel Kouibango Donen est plébiscité par ses conseillers. Il faut signaler que cette démarche vise à donner une nouvelle forme de gouvernance locale et administrative en vue de permettre aux autorités locales de développer leur zone de juridiction. Cette nouvelle étape témoigne de la volonté du président de la République Faustin Archange Touadéra. Ces échanges électoraux ont mobilisé plusieurs conseillers municipaux, les chefs des quartiers, le ministre des Petits Témoins d'entreprise, sans perdre de vue la présidente de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, Portia Dea Abazen. Une signature de contrat entre l'orchestre GMC Quartier Libre et FMGA Producteur en partenariat stratégique au service de la formation de la culture s'est déroulée dimanche dernier en la cave qui se trouve en face de l'église Notre-Dame d'Afrique dans le 4e arrondissement de la ville de Bangui en présence de Patrick Samba, compatriote producteur venu de la diaspora et bien d'autres responsables de la scène culturelle en République centrafricaine. Des points à travers ce reportage signé Hassan Anour. Cette signature de contrat entre dans le cadre d'un tournant décisif pour améliorer la musique centrafricaine et réduire le taux de chômage. Pour appuyer les efforts que mène ce compatriote centrafricain vivant en Europe qui est une grande figure dans le domaine de production artistique, qui a des talents pour changer la musique et valoriser aux yeux du monde artistique. C'est mon métier, c'est le travail. Et quand on travaille professionnellement, ça donne ça. Ça donne ce que vous êtes en train de voir. Donc, trop parler sert à rien. Nous sommes dans un choix d'élite. Un choix d'élite veut dire quoi? Veut dire travailler correctement. Avec un groupe qui est à la hauteur. Et si vous voyez bien, j'ai travaillé quand même beaucoup ici. Il faut noter que cette nouvelle signature de contrat entre dans la stratégie du monde culturel visant à mettre l'accent sur la consolidation des artistes centrafricains dont GMC Quartier Libre prend une nouvelle appellation GMC Original. Et en sport, à l'occasion de la fête des mères édition 2026, un match de football catégorie féminine opposant donc l'équipe de Katin et celle de Galabadja Bangui, organisée par le comité de soutien aux actions du président professeur Faustin Archange Touadéra, initié par Issa Mahamat Oumar. Et le code d'envoi a été donné par madame le maire du 8e arrondissement, Elodie Moussa, assistée des conseillères du 3e arrondissement. Des précisions toujours avec vous, Hassan Ano, sous les images de Rodrigue Feitem. Ils étaient très nombreux à prendre part à ce match pour manifester leur intime conviction devant un public curieux et attentif. Entrée sur le terrain de l'UCATEX, l'équipe de Katin habillée en jaune et celle de Galabadja en blanc.
Après le coup de sifflet donné par l'arbitre, les deux équipes se sont affrontées affolement les unes contre les autres. Pendant le match joué entre ces deux équipes, aucun score n'a été admis. Et ce n'est qu'après, à la deuxième mi-temps, que le capitaine de l'équipe de Galabadja a marqué un but et dont l'équipe gagnante a été ovationnée par les amoureux de cette discipline sportive, avec des joies et du sourire. Par contre, l'équipe perdante a gardé son silence. La soirée de ce dimanche a été terminée en beauté en faveur de l'équipe gagnante qui a récolté un but, suivi de la remise d'enveloppes et de trophées. L'organisateur de ce match, très réjoui aux côtés de ces deux équipes, donne sa satisfaction. Je remercie Allah le Tout-Puissant et je remercie aussi nos mamans qui nous ont mis au monde. C'est aujourd'hui leur fête. C'est pour cela qu'on est venu appuyer à nos sœurs. Madame Maripel, la candidate municipalité du 3e arrondissement de MCI, et par soucouvert de Madame conseillère Elodie, elle est conseillère de son équipe. Les municipalités du 8e arrondissement, ils ont déjà gagné aussi leur victoire, pour cela qu'on est venu de les appuyer. Cette activité, ça ne demande pas à rechercher quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire quand on parle de la maman, c'est depuis la naissance que c'est eux qu'on nous a mis au monde. On peut même soulever aujourd'hui nos mamans sur nos têtes et marcher même dans la ville de Bangui. Toujours en sport, les athlètes dames de la Fédération centrafricaine de handball se préparent activement pour participer à la compétition du Challenge Trophy. Elles s'entraînent chaque jour sur le terrain de l'INGS à Bangui. Virginie Balezou-Gloum pour les détails. La Fédération centrafricaine de handball se prépare pour participer à la compétition de Challenge Trophy en senior dames. Le Congo-Brazza initialement qui devrait abriter cette compétition a désisté à la dernière minute. Il est à noter que en 2025 et 2026, cette discipline a donné de bons résultats par sa participation dans cette compétition de Challenge Trophy. Il est à noter que l'IHF, qui est la Fédération internationale de handball, a voulu honorer les dames cette fois-ci pour cette compétition. C'est la première fois que les dames vont participer à la compétition de Challenge Trophy. Dans les années antérieures, ce sont les juniors et les cadettes qui ont pris part. Cependant, les athlètes en senior dames s'entraînent d'arrache-pied à l'INGS en attendant la date de la compétition et le pays qui devra abriter cette compétition qui n'est pas encore connue. Actualité hors de la République centrafricaine, c'est le président béninois Romuald Wadani qui poursuit sa tournée dans les États riverains du Bénin après sa première visite lundi dernier au Nigeria. Romuald Wadani a consacré son deuxième déplacement hier mardi 2 juin 2026 au Niger et au Burkina Faso pour une relance de la coopération sécuritaire entre le Bénin et ses pays limitrophes. Plus de détails dans ce reportage signé Presse Junior Maliavo. Le président du Bénin, Romuald Wadani, a entamé une tournée diplomatique sous-régionale le 2 juin 2026. Cette visite l'a conduit au Niger et au Burkina Faso où il a rencontré respectivement les présidents Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré. Les échanges du chef de l'État béninois et ses homologues se sont concentrés sur des thématiques cruciales pour la stabilité de la sous-région, la mutualisation des efforts pour lutter contre le terrorisme dans la bande sahélienne, la relance et renforcement des échanges économiques et douaniers entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Cette visite s'inscrit dans la diplomatie de voisinage active que le président Romuald Wadani entend conduire avec l'ensemble des États riverains du Bénin pour consolider des liens de fraternité et de solidarité, a indiqué la présidence béninoise dans un communiqué. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur cette actualité hors de la République centrafricaine que nous bouclons donc ce rendez-vous. Merci, vous êtes nombreux pour suivre bout en bout le développement de ce journal. Portez-vous bien, au revoir et à très bientôt.